Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue pour cette conférence qui s'intitule « Bâtir en toute sécurité », au cours de laquelle nous allons parler réception, livraison, garantie, assurance, toutes les notions juridiques qui sont particulièrement importantes lorsqu'on prévoit de se lancer dans un acte d'achat et sur lesquels il faut d'abord avoir une vision claire afin de maîtriser tous les enjeux qui ensuite vont se proposer à vous tout au cours de votre parcours de résident. Voilà. Alors, pour parler avec moi tout au long de cet après-midi, enfin en tout cas de cette conférence, je vous propose de vous présenter les intervenants qui sont avec moi. Il y a donc Serge Noge. Vous êtes le vice-président LCA FFB Occitanie. À vos côtés, nous avons Norbert Bachevalier, président de la chambre FNAIM 34. Cédric Lebeau, qui est juste à côté, au centre, qui est donc le vice-président de la FPI Occitanie-Méditerranée, et puis aussi donc maître Patrick Melmou, avocat au barreau de Montpellier, et puis organisateur de cette conférence avec Verbatim Avocat. Voilà. Donc, on va vous proposer un déroulé le plus didactique possible pour vous permettre bien de progresser pas à pas dans ces notions. Et bien sûr, nous garderons à la fin de cette réunion quelques minutes pour pouvoir accueillir l'ensemble de vos questions ou précisions si nous avons manqué de clarté sur certains points. Voilà. Maître Melmou, je voudrais qu'on commence ensemble avant de rentrer dans des termes comme réception, livraison, garantie, assurance. Il faut d'abord pouvoir être tous d'accord sur le terme de départ qu'on va employer tout au long de cette conférence, qui est le maître d'ouvrage. Merci. Je crois que c'est le seul article que je vais citer, mais il faut le citer, il est essentiel. C'est l'article 1792-6 du Code civil. Qu'est-ce qu'il dit, l'article 1792-6 du Code civil? Il dit que la réception est prononcée par le maître de l'ouvrage. La réception, c'est l'acte juridique par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter les travaux réalisés par les entreprises. Donc, vous avez parfaitement raison. Si on veut savoir identifier une réception des travaux, il faut impérativement savoir qui est le maître de l'ouvrage. Si on ne sait pas qui est le maître de l'ouvrage, on ne peut pas savoir s'il y a eu ou s'il doit y avoir une réception. Et alors, le maître de l'ouvrage, c'est très simple. Le maître de l'ouvrage, c'est le propriétaire. C'est pas compliqué à déterminer. C'est pas le locataire, c'est pas le donneur d'ordre, c'est pas le financier. Non, c'est le propriétaire. Le propriétaire de quoi? Le propriétaire du terrain, si on veut faire construire sur ce terrain une maison individuelle, un immeuble, une usine, tout ce que vous voulez. Et c'est aussi le propriétaire d'un immeuble, un vieil immeuble par exemple, dans lequel on a décidé de réaliser les travaux de rénovation. Voilà qui est le maître de l'ouvrage. Donc ça peut être un promoteur, un particulier. Ça peut être vous, le promoteur, pas lui. Le constructeur de maison individuelle, il ne peut pas. Pourquoi? Parce que le constructeur de maison individuelle, c'est quelqu'un avec qui le maître de l'ouvrage va contracter. Ce n'est pas lui. Maintenant, Serge Noge, demain, il enlève sa casquette de constructeur de maison individuelle. Il a quand même le droit d'acheter un terrain et de décider de faire construire une maison individuelle sur ce terrain. Auquel cas, il deviendra maître d'ouvrage. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Il faut juste retenir que c'est le propriétaire. Alors, il y a plusieurs contrats qui sont possibles. Voilà, et donc, là aussi, il faut clarifier ces 5 contrats possibles. C'est ça. Donc, ce maître d'ouvrage, pour faire construire, a la possibilité de s'adresser à un certain nombre de professionnels de la construction. Ce n'est pas compliqué. Il y en a 4, et le 5e, on en parlera ensuite. Le premier, le plus simple, que vous connaissez tous. Je suis maître d'ouvrage, enfin, je suis propriétaire d'un terrain, donc je suis maître d'ouvrage. Je veux faire construire, allez, disons une maison individuelle. Je vais m'adresser à qui? Le plus simple, à des entreprises. Une entreprise de gros œuvres, une entreprise d'électricité, une entreprise de plomberie, de façadier, enfin qui vous voulez. Ce sont ce qu'on appelle des contrats de louage d'ouvrage. Et en parallèle, je vais ou pas m'adresser à un maître d'œuvre ou à un architecte afin qu'il remplisse cette mission dont vous avez tous entendu parler de maîtrise d'œuvre. C'est quoi la maîtrise d'œuvre? Il y a la maîtrise d'œuvre de conception. Le maître d'œuvre va dessiner
la maison, éventuellement déposer la demande de permis de construire. Il y a la maîtrise d'œuvre d'exécution, va surveiller les travaux, et, on en revient à la notion de réception, va peut-être, si le maître de l'ouvrage lui donne cette mission, l'assister à l'occasion des opérations de réception de travaux. Juste une précision, au-delà de 150 mètres carrés de surface, il faut obligatoirement, dans le cadre de la mission conception, c'est-à-dire de dessiner les plans, il faut passer par un architecte. Ça, c'est au-delà de 150 mètres carrés. Ça, c'est obligatoire. Donc, vous voyez les deux premiers types de contrats. Ensuite, puisque nous sommes dans la construction d'une maison individuelle, il y a une loi qui est la loi du 19 décembre 1990, qui est une loi qui est très, très protectrice de vos intérêts, puisque pour l'essentiel, je pense que vous êtes des consommateurs. Donc, très protectrice des intérêts des consommateurs. Et cette loi de 1990 a créé 2 contrats de construction de maisons individuelles. Contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture du plan, contrat de construction de maisons individuelles sans fourniture du plan. L'objet de cette conférence, ce n'est pas de rentrer dans les détails des contrats, mais en 2 mots, comme son nom l'indique, contrat de construction de maisons individuelles avec fourniture du plan, vous allez vous adresser à un constructeur qui va concevoir le plan et qu'il va s'engager à réaliser tout ou partie de la construction. Il n'a pas l'obligation, même si la plupart des constructeurs de maisons individuelles le font, il n'a pas l'obligation de s'engager à livrer, à construire une maison clé en main. Il procure le plan et il s'engage à réaliser toute ou partie de la construction et on va conclure obligatoirement un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan. Le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, pour faire simple et sans rentrer dans le détail, le constructeur ne procure pas le plan, c'est vous, maître d'ouvrage, qui faites votre plan ou qui vous adressez à un maître d'œuvre ou un architecte. Donc vous allez voir le constructeur de maison individuelle avec ce plan, et vous dites maintenant, construisez-moi la maison. Voilà. Donc ça, c'est le contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan. Donc vous avez vu ces 4 contrats dont on vient de parler. Et puis il y en a un 5e, qui est extrêmement important, qui est le contrat de vente en l'état futur d'achèvement. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué. Pourquoi ? Comme vous l'avez entendu, c'est une vente, alors que les contrats dont je viens de vous parler jusqu'à présent sont ce qu'on appelle des contrats de louage d'ouvrage. Juridiquement, c'est des louages d'ouvrage, des marchés de travaux, des contrats de construction. Ici, c'est un contrat de vente. Pourquoi c'est un contrat de vente ? Parce que le promoteur va acheter le terrain. Au passage, vous vous rappelez qu'en ayant acheté le terrain, il devient maître d'ouvrage. Donc il va acheter le terrain et il va passer des contrats. Quels contrats ? Ceux dont on vient de parler. Contrat d'entreprise. En général, il va construire, s'il doit construire un immeuble, c'est pour largement plus de 150 mètres carrés, donc en général, il va s'adresser à un architecte, mais il peut aussi conclure, si ce sont des maisons individuelles, conclure des contrats de construction de maisons individuelles avec des constructeurs. Et ensuite, donc le premier schéma, c'est celui-là, maître d'ouvrage avec ses différents contrats. Et ensuite, ce même maître d'ouvrage, il a une deuxième casquette qui est celle de vendeur en état futur d'achèvement. Et là, moi qui décide... C'est ce qui se passe sur le salon si les gens sont intéressés par des projets qui vont sortir des programmes dans 1 an, dans 2 ans. Exactement. Exactement. Et donc moi qui décide d'acheter un appartement, je suis un acquéreur et je vais m'adresser à un promoteur qui va me vendre en état futur d'achèvement un appartement ou une maison. Voilà les différents contrats auxquels on peut avoir affaire. Alors, je vous propose de commencer, maintenant qu'on a fait le clair sur ces notions, commencer à parler de la réception, qui est un moment clé. On va déjà préciser entre qui et qui intervient cette réception, ce qui est concerné par ce terme déjà. Oui, alors, si vous voulez bien, en 2 mots, pour bien que ce soit clair, je vais indiquer ce qu'est la réception et ce qu'est la livraison. Et ensuite, on va rentrer dans le détail de la réception, pour bien que ce soit clair. Réception et livraison sont 2 notions qui n'ont rien à voir, vous allez le voir, l'une avec l'autre. Et il ne faut surtout pas mélanger. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'à l'occasion des réunions que je peux avoir des professionnels, que ce soit des professionnels de la construction, que ce soit des experts judiciaires amiables, voire des experts de droit de la construction, trop souvent, on mélange la réception et la livraison. Si on mélange la réception et la livraison, si vous m'autorisez cette expression, on est sûr et certain de se planter. La réception, je vous l'ai dit, c'est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage, maintenant vous savez qui est le maître de l'ouvrage, réceptionne les travaux réalisés avec les entreprises, les différentes entreprises, le constructeur de maisons individuelles étant assimilé à une entreprise. Pas compliqué. Si vous vous rappelez la technique de la vente en l'état futur d'achèvement, nous avons le promoteur qui achète un terrain, qui va déposer un permis de construire, qui va conclure des contrats avec des entreprises et un architecte pour la construction, par exemple, d'un collectif. Et ce promoteur-là
lorsque les travaux sont terminés, va signer un procès-verbal de réception avec les entreprises, comme vous pouvez le faire vous, particulier. Mais ensuite, ce promoteur a la double casquette, donc deuxième casquette, c'est de vendeur en l'état futur d'achèvement. Et au moment où l'immeuble sera terminé, l'acquéreur que je suis va signer un procès-verbal de livraison, et là on ne parle surtout plus de réception, mais de livraison, entre l'acquéreur et le vendeur. Et en fait, il va même y avoir, dans la majorité des cas, deux livraisons. La livraison des parties privatives, hein, quand on parle d'un collectif. Au particulier, donc. Pour le particulier, voilà. mais pas que le particulier, oui. hein, parce qu'une SCI peut oui. acheter en état futur d'achèvement un appartement. Hein, et les parties communes. Hein, dans un collectif, vous savez qu'il y a des parties communes. Qui va recevoir ces parties communes? C'est le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, qui va signer le procès-verbal de livraison. Donc là, vous voyez bien la distinction entre le procès-verbal de réception et le procès-verbal de livraison. Alors, comme nous avons la chance d'avoir avec nous un représentant des promoteurs, un représentant pour les maisons individuelles et constructeurs, un représentant des syndics, on va essayer de préciser chacune de ces notions à travers des exemples où vous allez pouvoir nous expliquer. Serge Noge, comment est-ce que vous procédez pour la réception? Ben nous, dans notre métier, c'est très simple. Comme on n'a rien à vendre, puisque nous sommes que constructeurs, et c'est pas péjoratif, nous avons un rendez-vous qui se fait à la fin du chantier avec le maître d'ouvrage, donc les particuliers, les consommateurs qui ont regardé leur maison se construire pendant 8, 9, 12 mois selon la taille des maisons. Et ce jour-là, ils viennent réceptionner la maison que nous avons construite pour eux, conformément à un contrat de construction où on a indiqué des délais, mais surtout conformément à des plans et une notice descriptive précise dans laquelle on a indiqué les ingrédients du cocktail de la construction qu'on a réalisé. Donc ils viennent vérifier que ce cocktail il est bien fait. Donc ici, d'un procès-verbal de réception. Ce jour-là, il y a le transfert de la garde de l'ouvrage, parce que pendant la durée du chantier, c'est le constructeur qui a la garde de l'ouvrage. S'il y a un incendie, s'il y a des vols, tout ça, ben, c'est pas le particulier, c'est pas le maître d'ouvrage qui en est responsable, c'est le constructeur. C'est très grave parce qu'on n'est pas assuré. Donc, par contre, dès qu'on a fait réception, si vous envoyez votre papier de réception à votre assureur, eh bien, votre assureur va vous assurer contre le vol, contre tout ce qui peut arriver. Donc, c'est déjà première étape, transfert de la garde de l'ouvrage. Cette réception peut se faire seule avec le constructeur ou accompagnée, assistée par un professionnel. Dans ce cas-là, c'est un homme de l'art qui est assuré, hein, il faut qu'il soit un professionnel, qui peut vous assister pour éventuellement chiffrer certaines réserves qu'il pourrait y avoir. Si vous êtes seul, vous pouvez encore avoir 8 jours après la réception de ce procès-verbal pour dénoncer des réserves que vous n'aurez peut-être pas pu voir le jour de la réception. Donc ça se passe très simplement. Et alors du côté des promoteurs, Cédric Lebeau? Alors effectivement, du côté des promoteurs, c'est un petit peu plus compliqué parce que le promoteur a la qualité de maître d'ouvrage. Donc nous organisons la réception avec nos entreprises. Et le but de cette réception, c'est de vérifier la conformité de l'ouvrage avec les marchés de travaux que nous avons passés auprès de ces entreprises. Donc nous avons l'ensemble donc, de ces pièces qui constituent les marchés, qui définissent l'immeuble. Donc je prends bien évidemment le cas de l'immeuble d'appartement. Donc nous avons une réception où nous constatons avec l'ensemble des intervenants, que ce soit les constructeurs, donc ça va être des entreprises de gros œuvres, ça va être des plombiers, des électriciens, avec la maîtrise d'œuvre. Donc aujourd'hui, il y a très souvent une distinction entre la maîtrise d'œuvre de conception, les architectes, et des maîtres d'œuvre d'exécution, qui sont là pour contrôler techniquement la conformité de ce que nous avons réalisé. Et nous sommes également accompagnés de différents bureaux d'études, et notamment le contrôleur technique, qui apporte également une garantie supplémentaire. Donc c'est s'assurer que l'ouvrage est réalisé conformément à ce que nous avons passé dans les contrats avec les entreprises, mais également à la réglementation en vigueur. Donc c'est l'ensemble de ce processus que le promoteur fait préalablement donc, à la livraison au client, qu'on verra un petit peu après. De la même manière que dans le contrat de maison individuelle, cette réception entraîne le transfert de la garde de l'ouvrage des entreprises aux promoteurs. Et si jamais la livraison n'est pas concomitante, donc la livraison à nos clients n'est pas concomitante, ce qui est souvent le cas, parce que quand on livre par exemple une copropriété de 60 logements, les 60 logements ne sont pas livrés en même temps. Et donc dans ce cas-là, le promoteur, nous prenons donc une assurance complémentaire qui permet de couvrir la
durée entre le moment où nous avons donc récupéré la garde de l'immeuble et le moment où nous allons la transférer au futur copropriétaire. Merci beaucoup pour ces éclaircissements. Je vous propose que nous poursuivions. On a vu la réception et maintenant je vous propose de voir la livraison. Alors, Maître Melmou, qui est concerné par la livraison? Là, c'est très simple. C'est le vendeur, l'acquéreur et le syndicat des copropriétaires. Vendeur et acquéreur seuls dans l'hypothèse d'une vente en état d'achèvement d'une maison individuelle. Vous êtes seul, l'acquéreur est seul propriétaire, donc il n'y a pas de partie commune. Mais dans le cadre d'un collectif dont on parlait tout à l'heure, le syndicat des copropriétaires va intervenir pour procéder à la livraison des parties communes. Donc 3 parties. Alors, on va essayer de voir là aussi comment ça se passe selon le secteur. Cédric Lebeau, comment est-ce que ça se passe du côté des promoteurs cette fois-ci? Alors, donc, pour la livraison donc, à nos clients, nous organisons tout simplement, donc, nous les convoquons à la livraison, donc une fois que l'immeuble a été réceptionné et achevé. Donc cet achèvement est constaté par une attestation de notre maître d'œuvre d'exécution qui est en charge du suivi des travaux. Et donc on invite nos clients à la livraison et la remise des clés. Concrètement, cette livraison se déroule en une visite de l'appartement où on invite donc nos clients à contrôler, et on le fait bien évidemment avec eux, la conformité de l'appartement au contrat qui nous lie. C'est-à-dire ce contrat, c'est le contrat de VFA qui est accompagné d'une notice descriptive détaillée et également l'ensemble des documents techniques qui sont intégrés dans un document qu'on appelle le dépôt de pièces, qui est déposé au rang des minutes du notaire qui a passé les actes. Donc la livraison consiste en donc le contrôle de ces travaux et éventuellement quand il y a des réserves, c'est-à-dire qu'il y a des travaux qui ne sont pas complètement finis ou des petits défauts comme par exemple ce qu'on rencontre souvent, c'est des petits impacts sur les peintures, car quand il y a des finitions, il y a plusieurs corps d'État qui interviennent dans des appartements, il peut y avoir des petites réserves. Donc la livraison se conclut par la signature d'un procès-verbal de livraison, et dans ce procès-verbal de livraison, nous faisons figurer les éventuelles réserves qu'il faudra lever dans un délai très court. Cette livraison s'accompagne donc de la remise des clés de l'appartement et est conditionnée bien évidemment au règlement du solde de l'appartement pour permettre donc le transfert de la garde. Bien, nous on est concernés en tant que syndic professionnel puisque normalement c'est le promoteur qui nous font missionner. Donc on est au départ syndic provisoire nommé. Et donc, une fois que le promoteur avec l'entreprise a réceptionné les parties privées, il y a également, bien sûr, les parties communes. Puisque, on achète un appartement dans une copropriété avec une cage d'escalier, un ascenseur, des espaces verts, des parkings en sous-sol, des parkings extérieurs, maintes choses et maintes équipements qui vont servir pendant toute la durée de la copropriété. Et donc, à partir de là, nous, on a comme mission de prendre ce procès-verbal, de contrôler par rapport au descriptif qui nous est remis, si tout a été conforme et si, le cas échéant, il y a des réserves à émettre. Donc, on voit avec le promoteur pour faire un constat des réserves qui seront à lever par les entreprises qui ont été contractées par le promoteur dans un délai assez rapide, que tout le monde puisse vivre en bonne intelligence et dans de bonnes conditions dans son appartement. Maître Melmou, s'il y a un petit ou un gros grain de sable d'ailleurs, comment ça se passe? Nous sommes toujours dans le cadre de la vente en état futur d'achèvement. Donc le vendeur en état futur d'achèvement, au moment de l'achèvement, je vais vous indiquer ce qu'est l'achèvement, va procéder à un appel de fonds de 95% du prix. L'achèvement, c'est quoi? C'est lorsque l'on peut habiter dans l'appartement. Donc là, il peut y avoir effectivement un très gros grain de sable qui va conduire l'acquéreur à considérer, à tort ou à raison, il faut être très très prudent, va considérer que l'immeuble n'est pas achevé. Et que si l'immeuble n'est pas achevé, il ne va pas payer les 95% du prix. Il faut être d'une extrême prudence parce que si vous avez en face de vous
un vendeur en état futur d'achèvement un peu nerveux, il peut vous envoyer un commandement de payer les 95%, commandement de payer visant une clause résolutoire insérée dans l'acte authentique, et tous les actes authentiques prévoient cette clause résolutoire, et ça veut dire que si dans le délai d'1 mois après avoir reçu le commandement de payer, vous n'avez pas payé, ça entraîne la résolution du contrat, si vous avez tort. Et c'est toujours extrêmement difficile de déterminer si la pierre dont vous parliez est suffisamment importante pour justifier de ne pas payer les 95% du prix. Moi, j'ai tendance à conseiller à mes clients de les payer ces 95% du prix parce qu'il y a peu de risques in fine, on le verra tout à l'heure quand on parlera de la garantie de remboursement. Par contre, ensuite, il y a les 5 derniers pourcents. Les 5 derniers pourcents, le promoteur, c'est plus rapide que vendeur en état futur d'achèvement, donc le promoteur, une fois que tout est terminé, va vous convoquer pour procéder à la livraison, on l'a vu, il va dresser l'appel de fonds des 5 derniers pourcents. Là, 2 hypothèses. Première hypothèse, vous ne constatez pas de défaut de conformité, et là vous êtes obligé de payer les 5 derniers pourcents. Vous allez mettre toutes les réserves que vous voulez mettre, ça on en reparlera tout à l'heure, mais vous allez devoir payer les 5 derniers pourcents. Deuxième hypothèse, vous identifiez un défaut de conformité. Alors il faut faire attention là, il ne faut pas se tromper. Un défaut de conformité, c'est quoi? C'est un défaut de conformité par rapport au contrat. Monsieur Lebeau vous a expliqué tout à l'heure les documents contractuels dont vous disposez. C'est l'acte authentique, c'est la notice descriptive et les plans déposés au minute du notaire. Donc vous devez vérifier que les travaux réalisés sont conformes à tous ces documents contractuels. S'il y a un défaut de conformité, fût-il très petit, vous avez le droit de refuser de payer les 5 derniers pourcents. Par contre, vous avez l'obligation de les consigner entre les mains du notaire. Si par contre, ce n'est pas un défaut de conformité qui affecte l'appartement, mais un vice. Un vice, c'est-à-dire la peinture qui est mal, vous le disiez tout à l'heure, ou qui est mal posée, ou la peinture des portes qui s'écaille, je ne sais trop quoi. Vous comprenez bien que ce n'est pas un défaut de conformité par rapport au contrat. Simplement, c'est mal fait. Là, vous n'avez pas le droit de bloquer les 5% du prix. Vous êtes obligé de recevoir les clés, de payer 100% du prix, ce qui ne vous empêchera pas de mettre des réserves, d'émettre des réserves. Et ce qui contraindra le promoteur à lever ses réserves. Mais vous n'avez pas le droit de consigner. Pourquoi j'insiste un petit peu? Parce que, vous savez, dans les contentieux, il y a certains sujets qui sont récurrents et d'autres qu'on ne voit quasiment jamais. Celui-là est un sujet récurrent. Je ne veux pas payer les 5% parce que je ne suis pas totalement parfait. Je veux que vous payiez les 5% pour des problèmes de trésorerie, de je sais trop quoi. Et à partir de là, la mayonnaise prend et on arrive à un conflit. Alors qu'on se rend compte que très souvent, on pourrait, entre gens de bonne foi, éviter ce conflit. Pour commencer, il faut connaître les textes. Alors là, s'il dit je ne paye pas les 5 derniers pourcents et je vais les consigner parce que la peinture est mal faite, vous avez tort. Et si derrière, je termine là-dessus, si derrière il vous envoie un commandement de payer visant la clause résolutoire, vous risquez de perdre votre appartement. Donc vous voyez qu'il faut faire très attention. Alors, on a évoqué cette partie de la livraison et on a commencé à dire les effets de cette livraison. Je voudrais qu'on termine pour être très clair là-dessus. Les effets de la livraison, est-ce que c'est de la réception et de la livraison, est-ce que ça entraîne le transfert de propriété? Alors on va parler des effets de la réception oui. Et ensuite les effets voilà. de la livraison. Voilà. Vous vous rappelez, le maître d'ouvrage, etc. Donc, qui est le maître de l'ouvrage? C'est le propriétaire du terrain. Pourquoi je répète ça? Parce que dans la mesure où le maître d'ouvrage est propriétaire du terrain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui va être construit sur le terrain va devenir la propriété du propriétaire du terrain. C'est comme ça, c'est le code civil. Bon. Donc la réception ne va pas entraîner le transfert de propriété puisque vous êtes... On l'a déjà. Puisque voilà, vous êtes propriétaire. Dans le cadre de la VFA, qui est un tout petit peu plus compliqué, vous l'avez compris, que le cas classique de la relation entre le maître de l'ouvrage et des entreprises. Qui est le maître de l'ouvrage? C'est le promoteur. Donc c'est le promoteur qui, normalement, doit devenir propriétaire de tout ce qu'on va construire sur le terrain. Même raisonnement. Sauf que nous avons des ventes en l'état futur d'achèvement. Ça veut dire quoi? Comme son nom l'indique. Vente en l'état futur d'achèvement. Ça veut dire que M. Lebeau, il vend alors que ce n'est pas fini. D'accord? Mais dans la mesure où vous vous portez acquéreur, vous devenez propriétaire. Au moment où vous signez l'acte authentique, vous devenez propriétaire du terrain, ou des quotes-parts de terrain dans le cas d'un collectif, je ne rentre pas dans le détail, vous devenez propriétaire du terrain. Et donc, à partir du même raisonnement que celui que je viens de tenir, tout ce qui va être construit sur ce terrain vous appartient. Donc, la réception n'entraîne pas le transfert de propriété
Et la livraison n'entraîne pas non plus le transfert de propriété, ça entraîne, ce qui vous a parfaitement été expliqué, le transfert de la garde. Il y a un incendie, il y a un vol, etc. À partir du moment où il y a eu réception d'un côté, livraison de l'autre, c'est vous qui êtes responsable des conséquences de cet incendie, de ce vol, etc. Alors, nous allons maintenant en passer aux garanties, justement. On va parler des garanties, on va parler des garanties de parfait achèvement. Première garantie, expliquez-nous ce qu'est la garantie de parfait achèvement. Nous revenons à la réception des travaux. Oubliez la livraison. Réception entre le maître de l'ouvrage et les entreprises. La réception des travaux a un certain nombre d'effets. On vient de le voir sur le transfert de la garde. Effet important, ça vient d'être jugé il y a 6 mois par la Cour de cassation, ça pouvait être discuté. La réception marque la fin du contrat. Donc le contrat que vous avez conclu avec le constructeur de maisons individuelles ou avec les entreprises est fini, terminé, dès lors que la réception a été prononcée. Bon. Le deuxième effet de la réception, très important, c'est le point de départ de ce qu'on appelle des garanties, dont vous avez tous entendu parler. Peut-être que vous ne savez pas exactement à quoi ça correspond, mais vous avez tous entendu parler. Très vite, sans rentrer dans le détail, peut-être qu'on le fera ensuite, la première garantie, c'est la garantie de parfait achèvement, qui dure 1 an à compter la réception des travaux. La deuxième garantie, c'est la garantie de bon fonctionnement, qui dure 2 ans à compter la réception des travaux. La troisième garantie, c'est la responsabilité décennale, ça je suis sûr que tout le monde en a entendu parler, qui dure 10 ans, comme son nom l'indique, à compter la réception des travaux. Et la quatrième garantie, qui n'est pas une garantie légale, c'est la jurisprudence qui l'a créée, elle est importante, c'est la garantie des dommages intermédiaires, qui dure 10 ans à compter la réception des travaux. Alors reprenons, et là je réponds à votre question, voilà. La garantie de parfait achèvement, qu'est-ce que c'est? Donc elle intervient dans la relation exclusivement entre le maître de l'ouvrage, vous savez qui c'est, et les entreprises. C'est-à-dire que tous les autres, dont M. Lebois parlait tout à l'heure, contrôleurs techniques, architectes, maîtres d'œuvre, etc., ne sont pas concernés par la garantie de parfait achèvement. Le constructeur de maisons individuelles, oui, parce qu'il est assimilé à un entrepreneur. Pourquoi les autres ne sont pas concernés? Parce que c'est quoi la garantie de parfait achèvement? C'est l'obligation mise à la charge des entrepreneurs et constructeurs de maisons individuelles, 1, de lever les réserves émises lors de la réception, et 2, de réparer tout ce qui est dénoncé par le maître de l'ouvrage dans le délai d'1 an. Et tout ça, ça doit être fait en nature. On verra que ce n'est pas le cas pour les autres garanties dont on parlera tout à l'heure. Là, c'est en nature. On ne va pas demander à M. Noge qu'il vous fasse un chèque de 3 000 €. On va lui demander qu'il change les portes, qu'il refasse les peintures. C'est une obligation en nature. Et s'il ne le fait pas, le législateur est sévère, c'est le même article 1792-6 du Code civil, qui prévoit que vous pouvez mettre en demeure l'entrepreneur ou le constructeur de lever ses réserves, de mettre en jeu, si vous voulez, la garantie de parfait achèvement, et s'il ne le fait pas, et c'est une exception en droit français, vous avez la possibilité, sans passer par décision de justice, de faire les travaux par une autre entreprise à ses frais. Ça, c'est la garantie de parfait achèvement. Dernier point. Cette garantie de parfait achèvement, je l'ai indiqué, dure 1 an. Attention, trop de consommateurs se font avoir avec ça. Je m'explique. Il vient vous voir en vous disant, voilà, la garantie de parfait achèvement, l'entrepreneur, le constructeur n'a pas réparé. Je lui dis, oui, mais ça dure 1 an. Oui, oui, regardez, je l'ai mis en demeure dans le délai d'1 an. Et oui, mais ce n'est pas suffisant. Que vous le mettiez en demeure, c'est indispensable. Mais ensuite, si l'entrepreneur ou le constructeur ne remplit pas ses obligations, et si vous voulez le forcer à remplir ses obligations, vous devez obligatoirement saisir le tribunal dans le délai de 1 an. Au-delà, le 366e jour, si vous n'avez pas saisi le tribunal, au revoir la garantie de parfait achèvement. Alors, on va prendre des exemples concrets. Avec Serge Noge, on va vous demander, vous, comment ça fonctionne? Très simplement, on est obligé de respecter la loi, donc on n'a pas beaucoup de solutions. Alors ça peut arriver parce qu'effectivement, lors d'une construction, le maître d'ouvrage a un contact privilégié avec une seule personne qui est le conducteur de travaux. Il n'a pas de contact direct avec les entreprises parce que c'est nous qui mandatons nos entreprises pour travailler dessus. Donc il se peut qu'ayant la tête dans le guidon, quand il livre la maison, il ne se rend pas bien compte peut-être qu'il manque une prise. Il se rend pas bien compte qu'il y a un volet roulant qui est peut-être, ou une menuiserie qui n'est pas celle qu'il voulait, la porte intérieure qui n'est pas le modèle qui a été choisi. Dans ces cas-là, eh bien, lorsque le client nous signale ça, on est obligé de réparer. Alors c'est des trucs, c'est pas des choses très graves. Généralement, bon, ce qu'on voit souvent,
vous dire, un interrupteur. Voilà, un interrupteur, on appuie sur l'interrupteur de WC, c'est le couloir qui s'allume. Bon, il y a une forêt de fils au tableau électrique. Ben là, ça peut arriver, c'est pas grand-chose. On demande à notre électricien de venir et il répare de suite. On a l'obligation de faire en sorte que tout aille bien. Ce qui ne se voit pas forcément à la réception, même accompagné, y compris dans les 8 jours, ben, peut intervenir effectivement dans l'année, parce que le temps que les gens, parfois, souvent dans la maison individuelle, les gens font les peintures eux-mêmes. Donc, lorsqu'on a réceptionné la maison, ben, ils rentrent dans leur maison peut-être un mois ou un mois et demi après, et c'est là qu'ils se rendent compte qu'effectivement, le fameux interrupteur marche pas. Voilà, ça rentre dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Il n'y a aucun problème pour résoudre ça. D'autant que nous avons, au niveau des entreprises qui travaillent pour nous, nous avons aussi notre propre garantie avec je dirais, une retenue de garantie de 5% que prévoit la loi, qui fait que s'ils n'interviennent pas, nous aussi, on peut faire travailler par quelqu'un d'autre et à leur dépend, en servant de cette. Donc tout est bordé, tout est pour être conforme à la loi. Alors donc, du côté de chez les promoteurs, Cédric Lebeau. Du côté des promoteurs, c'est exactement la même chose, parce que c'est les mêmes contrats que nous avons passés avec les entrepreneurs. Donc il y a effectivement des points que lors d'une livraison, que les clients ont du mal à contrôler. Pour prendre plutôt les exemples en logement collectif, un exemple qui revient souvent, c'est le chauffage. Car quand on livre un appartement en été, c'est des systèmes aujourd'hui, en raison de l'application des nouvelles réglementations thermiques, on a souvent des systèmes collectifs et il est très difficile pour nos clients de contrôler l'efficacité d'un système de chauffage quand vous livrez en été. Soit on les fait pas tourner, soit on n'arrive pas à voir que ça fonctionne. Donc à partir de là, dans cette année donc de garantie de parfait achèvement, si jamais à la mise en route du système ça ne fonctionnait pas, donc là nos entreprises sont dans l'obligation d'intervenir pour respecter le contrat et la conformité de ce que nous avons livré. Norbert Bachevalier, pour les syndics, cette garantie de parfait achèvement, comment elle fonctionne, comment elle se positionne pour vous? Elle se positionne comme il a dit M. Lebeau. Donc, à partir de là, nous, on va avoir le conseil syndical qui va nous faire remonter des informations sur les dysfonctionnements. La minuterie du parking numéro 2 n'éclenche pas. L'ascenseur, on a eu des problèmes. Il se bloque des fois au numéro 3. Voilà. Donc, tous ces éléments-là font que on se rapproche des entreprises qui ont exercé et qui ont professé, et pour pouvoir intervenir auprès d'elles et les faire remettre en ordre tous ces éléments-là. Et si réellement pareil, elles n'intervenaient pas, à ce moment-là, on se retourne en disant, on fait un procès verbal, et à ce moment-là, on peut aller jusqu'à une procédure aussi, s'il fallait, pour se retourner contre elles. Mais en fait, normalement, elles sont dans les garanties, donc ces garanties font qu'elles doivent intervenir dans un délai restreint. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de voir un autre type de garantie dont vous avez sans doute entendu parler, c'est la garantie des vices et défauts de conformité apparents. Maître Melmou va nous permettre déjà de faire la distinction avec la précédente pour ne pas les confondre. Si vous avez suivi tout ce qu'on a dit depuis le début, vous ne pouvez pas les confondre. Mais c'est un peu compliqué. Donc écoutez bien. Garantie de parfait achèvement, relation maître d'ouvrage entrepreneur. Garantie des vices et défauts de conformité apparents, relation entre acquéreur et syndicat des copropriétaires pour les parties communes et vendeurs. Donc vous voyez que ce n'est pas du tout entre les mêmes personnes. Donc déjà, on ne peut pas se tromper. Le régime n'est pas exactement le même non plus. Le régime est le suivant. Vous avez, je dis vous acquéreurs et vous syndic, la possibilité d'agir pour les vices et défauts de conformité apparents, de dénoncer ces vices et défauts de conformité apparents auprès du vendeur, dans un délai de, c'est là que c'est un peu compliqué, 12 mois, si la réception, vous vous rappelez la réception entre le maître de l'ouvrage et les entreprises, entre le promoteur et les entreprises, donc délai de 12 mois si la réception intervient après la livraison. Livraison entre le vendeur, les acquéreurs et le syndicat des copropriétaires. À l'inverse, si la livraison intervient après la réception des travaux, ce qui est tout à fait possible, on va compter un délai de 1 mois à compter de la livraison, plus 12 mois, ce qui fait 13 mois à compter de la livraison, pour dénoncer les vices et défauts de conformité apparents et agir en justice.
Parce que ce que je vous ai dit à propos de la garantie de parfait achèvement est là aussi valable, c'est-à-dire qu'une simple lettre recommandée n'est pas suffisante pour interrompre ce délai de 12 mois ou 13 mois. Il faut, quand vous arrivez à 1 mois de l'expiration du délai, impérativement, si les travaux ne sont pas réalisés, saisir le tribunal. Alors, on va essayer de voir 2 exemples. Cédric Lebeau, comment ça marche pour vous du côté des promoteurs? Puisqu'on a vu, vous êtes un des 2 acteurs dans ce cas-là. Alors, au niveau des désordres, enfin des sujets qu'on peut rencontrer, c'est les mêmes, on va dire, que dans la garantie de parfait achèvement. Ça va être les défauts qu'on va constater lors de la livraison. Donc ça peut être également un exemple sur un problème de volet roulant, un volet roulant qui ne fonctionne pas et finalement il faut intervenir pour le réparer. Mais concrètement, pourquoi je dis que ça rentre un petit peu dans le même cadre, c'est que l'intérêt du promoteur pour garantir le maximum de garantie et de service à ses clients, c'est de faire que se déroule concomitamment ou quasiment concomitamment la réception dont on a parlé en début de conférence et la livraison. Donc afin de limiter la période où le promoteur tout simplement a la garde de l'ouvrage et justement pour des logiques de simplification pour nos clients, pour se dire à partir du moment où j'ai été livré, j'ai 1 an de garantie. Et je ne dois pas me poser la question si c'est des garanties contractuelles ou si c'est des garanties liées à la réception. Alors, on va revenir du côté du syndic. On va prendre peut-être un exemple de ce qui peut se passer. Ce qui peut se passer, on peut avoir, comme on disait, c'est livré au printemps, arrive l'hiver, et puis on a un problème au niveau du problème, si c'est une centrale aujourd'hui dans les quartiers de Montpellier où on est avec des centrales thermiques sur le toit avec des capteurs solaires comme ça, on peut avoir un problème de défaillance au niveau du démarrage de ces appareils-là, et donc là, il faut pouvoir faire intervenir rapidement parce que là, c'est le bien vivre des propriétaires qui est affecté, donc il faut pouvoir rapidement faire intervenir, et s'il n'y arrive pas, on met en jeu la garantie. Alors, merci. Maître Melmou, avant d'en passer au dernier type de garantie et aux assurances, je voudrais que vous nous disiez un mot de la garantie de bon fonctionnement, responsabilité décennale et la garantie de dommages intermédiaires. Un mot très court sur chacun. La garantie de bon fonctionnement, c'est une garantie qui dure 2 ans, qui s'applique aux éléments d'équipement dissociables, c'est-à-dire des portes qui ne fonctionnent pas. Un élément d'équipement dissociable, c'est un élément que l'on peut enlever de l'ouvrage, du bâtiment, sans rien arracher au bâtiment. Bon, ce sont des radiateurs, ce sont des choses comme ça. Donc pendant un délai de 2 ans, le constructeur vous doit une garantie. Contrairement à la garantie parfait achèvement, il n'a pas l'obligation de réparer. Il doit financer les travaux de réparation. Ceci étant, rien n'empêche le consommateur de se rapprocher du constructeur qui généralement se fera un plaisir de procéder à ces réparations. Ce sont des désordres qui ne sont pas très importants, si vous voulez, ceux qui relèvent de la garantie de bon fonctionnement. Et là, 2 ans. Ensuite, il y a la responsabilité décennale. Voilà, ça c'est l'inverse. C'est-à-dire que ça dure 10 ans et ça concerne les dommages de nature décennale, c'est-à-dire les dommages graves. Ceux qui sont de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment, pour faire simple, dans la majorité des cas, ce sont des fissures, pas n'importe quelle fissure. Des infiltrations aussi? Des fissures non. Des infiltrations, je vais y venir. Des fissures graves qui portent atteinte à la structure du bâtiment. Et ça, il n'y a qu'un expert judiciaire, un expert, soit amiable, soit de compagnie d'assurance, soit judiciaire, qui sera capable de dire si cette fissure est grave ou pas grave. Il y a des fissures, vous voyez ça, vous dites « Oh là là, c'est catastrophique », puis l'expert va vous dire « Non, c'est 3 fois rien ». Et puis des petites fissures, vous avez l'impression que c'est esthétique, l'expert va vous dire « Ça va bouger, dans 1 an, ça va exploser ». Bon, c'est du travail d'expert. Les infiltrations, c'est pas pareil. Il n'y a pas de notion d'atteinte à la solidité. Vous pouvez avoir un immeuble avec des infiltrations qui va durer 4 siècles. C'est ce qu'on appelle la notion d'atteinte à la destination. C'est-à-dire on ne peut pas vivre. C'est quoi l'atteinte à la destination? On ne peut pas vivre ou travailler correctement dans un immeuble qui est affecté d'infiltration, par exemple, d'humidité, parce que le chauffage ne marche pas, la clim ne marche pas, l'ascenseur, vous habitez au 7e étage, et il n'y a pas d'ascenseur. Bon, c'est pas atteinte à la solidité, là, il y a atteinte à la destination. Et donc la durée, c'est 10 ans.
Le micro. Ah oui, le micro. Garantie de dommages intermédiaires. Alors, garantie de dommages intermédiaires, c'est une garantie que tout le monde ne connaît pas. Il y a 20 ans, personne ne la connaissait. Ça y est, maintenant, ça commence à rentrer dans les mœurs, mais c'est important. C'est une garantie qui est importante. Elle dure 10 ans. Et elle concerne, pour faire simple, les dommages de nature esthétique. C'est-à-dire ces fissures dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne sont pas, par hypothèse, de nature décennale, bien, elles sont esthétiques. C'est des défauts esthétiques. Et là, on va pouvoir obtenir la réparation à une condition, ce qui est différent des autres garanties légales, à une condition, c'est d'apporter la preuve de la faute des constructeurs. Dans le cas de la garantie des dommages intermédiaires, on est obligé d'apporter la preuve, c'est-à-dire la violation des règles de l'art par le constructeur, pour obtenir sa condamnation, ce qui n'est pas le cas de la garantie de bon fonctionnement et de la responsabilité décennale, où il suffit d'apporter la preuve d'un dommage pour qu'il y ait ce qu'on appelle une présomption de responsabilité, c'est-à-dire que ce n'est pas à la victime d'apporter la preuve que le constructeur a commis une faute. Je constate une fissure grave, vous êtes responsable. Que j'apporte la preuve de la faute ou pas. Ce n'est pas le cas de la garantie des dommages intermédiaires, où je dois apporter la preuve que vous avez violé telle ou telle règle, ce qui entraîne le dommage de nature esthétique. Alors, je vous propose maintenant d'entamer notre avant-dernière partie. C'est celle de la garantie de livraison, garantie d'achèvement. Pour la garantie de livraison, qui est fondamentale, on va peut-être déjà clarifier le terme. Alors, on va en parler. C'est la loi, je vous l'ai dit tout à l'heure, de 1990 qui a créé, le législateur a créé les 2 contrats de construction de maisons individuelles et il a voulu hyper protéger, et il a réussi, hyper protéger l'accédant à la propriété. Comment ? En rendant obligatoire, à peine de nullité et de sanction pénale, c'est pas rien, la garantie de livraison. Qu'est-ce que c'est que la garantie de livraison ? La garantie de livraison, c'est l'engagement pris par un banquier, un assureur, un établissement financier, de désigner sous sa responsabilité un nouveau constructeur en cas de faillite, de défaillance, de faillite de votre constructeur de maison individuelle. Donc, ce garant va désigner un nouveau constructeur qui va devoir terminer la construction ou la recommencer s'il faut la recommencer, la démolir s'il faut la démolir et la reconstruire. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et de la construire conformément aux règles de l'art, au permis de construire et aux documents contractuels. Et ce, sans que ça entraîne un supplément de coût pour le maître de l'ouvrage, là je parle de maître d'ouvrage, sauf une franchise de 5%, c'est-à-dire que pour un contrat de 100 000 euros par exemple, eh bien, le maître de l'ouvrage, dans cette hypothèse, à l'arrivée, sur justificatif, va devoir payer 105 000 euros. Point très important sur cette garantie de livraison, le garant prendra en charge les pénalités de retard à concurrence de ce qui est prévu et par la loi et par les contrats, de 1/3 millième par jour de retard, c'est-à-dire, grossièrement, c'est la valeur locative de la maison. Ça, c'est pour la garantie de livraison, dans le cadre des contrats de construction de maisons individuelles. Et puis, il y a la garantie... Alors, juste sur celle-ci, peut-être on va donner un exemple concret avec Serge Noge. Oui, la garantie financière de livraison, elle est très importante parce que c'est l'assurance vie de la construction. Alors, moi, j'ai 40 ans de métier, j'en ai vu des boîtes qui ont déposé bilan. Alors, pas forcément parce que les gens étaient malhonnêtes, mais parce que parfois, il y a eu quelques crises en 40 ans. Et là, on en vit une actuellement, depuis quelques années. Donc, j'ai envie de dire... Quand on a une période de crise, c'est là que les entreprises sont les plus fragilisées. C'est là qu'il vaut mieux être garanti, parce que de bonne foi, ils peuvent avoir des problèmes. Alors cette garantie, on l'a vécue, je peux le nommer parce qu'il n'existe plus, on l'a vécue il y a 2-3 ans en arrière avec un constructeur que tout le monde a dû connaître, qui était Maison Gauthier. Maison Gauthier était le moins cher du marché, tellement moins cher que finalement, il gagnait pas assez d'argent, il a fait faillite. Heureusement que c'était un vrai constructeur au sens de la loi, et qu'il avait une garantie financière parce que le garant a fait terminer, il y avait 400 chantiers qui étaient en rade, il a fait terminer le garant des 400 chantiers par d'autres constructeurs qui étaient assurés, généralement c'est le même assureur, c'est comme ça qu'ils font parce qu'ils se connaissent, et les maisons étaient terminées. Celles qui ont eu des retards pour être mises à terminer, eh bien le garant a payé effectivement les ça a coûté une fortune au garant. Mais cette garantie existe, c'est une assurance. Alors,
On va être transparent. Souvent, j'entends dire oui, mais enfin, un constructeur, ça coûte cher parce que il est obligé de vous rajouter des garanties parce que ils sont pas sérieux. C'est pour ça que le législateur a pris les garanties, ce qui est pas exactement ça. Il faut quand même savoir qu'une garantie financière d'achèvement, donc de livraison, après les délais convenus, elle ne coûte au constructeur qu'entre 0,56%, c'est le constructeur qui paye, et 0,6%. Si vous réfléchissez bien, quand vous faites construire une maison avec un constructeur, un vrai constructeur qui a cette garantie financière, votre maison, sur une base de 100 000 euros, va coûter 560 euros de plus seulement, voire 600 euros, mais pas plus. Est-ce que ça vaut pas le coup de prendre l'assurance vie de la construction? C'est la question qu'il faut se poser. Si le législateur l'a prévu, c'est que ça vaut le coup quand même, à mon avis. Alors, on va glisser sur la garantie d'achèvement maintenant. On va d'abord l'expliquer et voir un peu quelles peuvent être les réactions si un promoteur fait faillite, ce qui n'arrive que très rarement. On va toucher du bois. Alors la garantie d'achèvement, c'est un peu le pendant de la garantie de livraison pour la vente en l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire qu'on aura un établissement financier, un banquier, un assureur, qui va intervenir en cas de défaillance du vendeur en l'état futur d'achèvement, c'est-à-dire que le vendeur n'a plus les moyens financiers d'assumer la construction, en général, d'un collectif. Alors bon, moi, c'est vrai que les promoteurs un peu importants, ils ne font pas faillite. Il y a longtemps que je n'ai pas vu des promoteurs importants faire faillite. Par contre, il y a des petits promoteurs. Moi, j'ai actuellement 3 dossiers où j'ai mis en jeu la garantie d'achèvement parce que c'est des opérations à 6, 8, 10 appartements. Donc, c'est des petits promoteurs. Parfois, c'est leur opération. Ils font une seule opération et ils déposent le bilan. Ça peut arriver. Bien là, il faut qu'il y ait une garantie derrière. Et c'est la garantie donc d'achèvement. C'est quoi? C'est que cet établissement financier, qu'est-ce qu'il va faire? Il va financer l'achèvement de la construction. Il va payer l'achèvement de la construction. Par contre, il ne prendra pas en compte les pénalités de retard. Voilà comment ça fonctionne. Par contre, il ne fera pas, contrairement à la garantie de livraison, il ne va pas désigner sous sa responsabilité un nouveau constructeur, etc. Il va simplement payer. Voilà, c'est sa seule obligation. Alors Cédric Lebeau, on le disait, ça n'arrive pas, en tout cas pas des promoteurs comme Lévy Légial par exemple, que vous représentez, mais si ça venait à arriver. Alors, quand on dit que ça n'arrive pas, je vais expliquer pourquoi en fait. Pourquoi chez un promoteur, moi je représente la Fédération des promoteurs immobiliers, donc on va dire des promoteurs un petit peu dimensionnés, pourquoi ça ne peut pas arriver? Alors, déjà, ce qui est important de préciser, c'est cette garantie financière d'achèvement, donc elle est obligatoire et elle, vous, en tant que client, vous le constatez au moment donc de passer chez le notaire, de passer votre acte authentique d'achat d'appartement. Le notaire est dans l'obligation de vérifier la présence de cette garantie financière d'achèvement. S'il n'y a pas de garantie financière d'achèvement, il n'y a pas d'acte de vente en l'état futur d'achèvement. Ça, c'est le premier point. Le second point, pourquoi cette mise en œuvre de garantie financière n'arrive pas et est théorique. Donc concrètement, le banquier va se porter garant de la réalisation du programme. Donc il doit le financer. Et vous vous doutez bien que le banquier, il n'a pas envie de financer à notre place le programme. Donc du coup, il prend des garanties, des garde-fous. Ces garanties, elles sont de l'ordre de 2 aspects. Il y a un volet technique et un volet financier. Sur le volet technique, donc pour avoir cette fameuse garantie financière d'achèvement, l'établissement financier nous demande l'ensemble des pièces qui constituent l'immeuble, que ce soit les autorisations d'urbanisme, les marchés de travaux, les rapports de bureau de contrôle, la liste des intervenants avec leurs expériences, les expériences qu'ils ont eues. Donc c'est une espèce d'audit dont le but est de vérifier que ce que l'on se propose de construire, ça tient la route, c'est conforme à la loi et qu'il n'y aura pas de souci quant à l'objet que nous allons ériger. La seconde garantie qui est prise, le second contrôle, c'est un contrôle financier. Donc nous sommes obligés de fournir en fait des bilans d'opération ou des comptes d'exploitation à notre banquier, et le banquier vérifie que l'équilibre financier de l'opération permet effectivement de la réaliser, que ce soit le niveau des prix de vente, le niveau de commercialisation, les flux de trésorerie, donc l'ensemble
du montage de l'opération doit être suffisamment garanti pour que cette mise en jeu justement de la garantie ne se passe pas. Et concrètement, aujourd'hui, il n'y a pas de garantie financière d'achèvement qui a été actionnée depuis... je crois que le seul exemple que j'ai, c'est vraiment un cas particulier dans les années 80. Merci beaucoup pour ces exemples. Alors, je vous propose d'en passer à l'assurance dommage à ouvrage. Ça sera la dernière partie de cette intervention pour cette conférence. Et ensuite, on vous laissera la parole pour d'éventuelles questions ou précisions si on a manqué de clarté. Parce que vous l'avez vu, c'est quand même des notions juridiques qui sont très complexes. Alors, sur l'assurance dommage à ouvrage, Maître Melmou, on va essayer, pareil, d'expliquer comment ça fonctionne. Oui, alors l'assurance dommage ouvrage, c'est une assurance extrêmement importante. Je vais essayer de vous en convaincre. On a vu la réception des travaux, la responsabilité décennale, atteinte à la solidité ou atteinte à la destination. Les constructeurs, y compris le vendeur en état futur d'achèvement, ont l'obligation de souscrire une assurance responsabilité décennale, c'est-à-dire une assurance qui va les garantir, les victimes, entre guillemets, pour tous les désordres dont ils sont à l'origine. Ça s'appelle une assurance de responsabilité. Assurance de responsabilité décennale, ils sont obligés de la souscrire à peine de sanctions pénales. Le problème, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'assurance dommage ouvrage, les procédures, je parle en connaissance de cause, sont longues. Et en attendant, les victimes ne voient pas les travaux être réparés. Et ça, le législateur, en 1978, l'a constaté, et il a créé à ce moment-là l'assurance dommage ouvrage. Qu'est-ce que c'est que l'assurance dommage ouvrage? C'est une assurance de choses. C'est pour ça que j'ai commencé par vous parler de l'assurance responsabilité décennale, puisque c'est une assurance de responsabilité des constructeurs. Là, c'est une assurance de choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le maître de l'ouvrage, et maintenant vous savez qui est le maître de l'ouvrage, a l'obligation de souscrire une assurance de choses, une assurance dommage ouvrage qui va garantir la maison, qui va garantir l'immeuble qui va être construit. Alors, comment ça fonctionne? Cette assurance dommage ouvrage va jouer pour tous les dommages de nature à porter atteinte à la destination ou à la solidité. On a vu tout à l'heure ce qu'étaient ces différents dommages. Comment ça marche? Vous êtes propriétaire, vous êtes chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, et vous constatez un dommage de nature décennale. Prenons le plus simple, vous avez une infiltration. Voilà, vous avez l'eau qui tombe dans votre café tous les matins. Ce n'est pas acceptable. Il y a atteinte à la destination. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Plutôt que d'aller rechercher la responsabilité du constructeur de maisons individuelles, du vendeur en état futur d'achèvement, etc. Où les assurances vont se renvoyer la balle pendant des années peut-être. Exactement. Et en attendant, j'aurai toujours la goutte d'eau dans mon café. Exactement. Et comme vous avez respecté la loi, parce que je répète, c'est obligatoire, vous avez souscrit une assurance dommage ouvrage, vous allez dénoncer, adresser une déclaration de sinistre à cette assurance dommage ouvrage. Laquelle assurance dommage ouvrage, qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va recevoir votre déclaration de sinistre dans laquelle vous allez indiquer qu'il y a de l'eau qui tombe dans votre café, pour faire simple. Bon. Elle va désigner un expert. Cet expert va venir chez vous, va vérifier la réalité du dommage et va donner son avis à sa compagnie d'assurance qu'il a missionnée. Oui, je considère que ce dommage est de nature à porter atteinte à la solidité ou à la destination. Oui ou non? Si l'expert répond non, la compagnie d'assurance va vous dire « je refuse de garantir ». Et là, il faudra revenir à la solution antérieure, c'est-à-dire lancer une procédure. Ce n'est pas le lieu pour parler de ces procédures. Il faudra vous lancer une procédure, expertise, etc. etc. Deuxième hypothèse, l'assurance dommage, l'expert dit « oui, je considère qu'il y a atteinte à la destination », par exemple. La compagnie d'assurance va vous répondre en vous disant « le dommage est de nature décennale, je le prends à ma charge ». Et ce, dans un délai de 60 jours. C'est très important avec l'assurance dommage ouvrage, c'est la rapidité. Oui, l'assurance dommage ouvrage va devoir vous répondre dans un délai de 2 mois. C'est très très bref. Et si elle ne répond pas dans un délai de 2 mois, la sanction est gravissime pour elle, c'est que l'on considérera que la garantie est acquise. Ça veut dire que le dommage soit de nature décennale ou pas décennale, elle devra payer. Bon. Ensuite, elle va désigner sous sa responsabilité un autre expert. En général, c'est le même. Qui lui aura pour mission, après avoir convoqué toutes les parties, de déterminer le coût des travaux de réparation et de déterminer qui est responsable.
Alors comprenez bien le fonctionnement. Donc dans un délai ensuite de 30 jours, l'assureur dommage ouvrage va vous écrire en vous disant, voilà, je vous propose 5 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros pour réparer les dommages qui affectent votre construction. Et là, vous allez refuser ou accepter. Considérons que vous allez accepter. Dans un délai de 15 jours à partir de votre acceptation, l'assurance dommage ouvrage va vous envoyer le chèque. Donc regardez, 90 plus, allez, disons un mois, ça fait 120 jours. En 4 mois, quand tout se passe bien, et en général, ça se passe bien, vous allez recevoir un chèque et vous allez, alors j'allais dire, vous allez pouvoir faire les travaux. Non, vous allez devoir faire les travaux. Parce que, et là aussi c'est une exception. C'est une obligation à partir du moment où on a touché de l'argent pour réparer, c'est ça? Par l'assurance dommage ouvrage, oui. Ce qui n'est pas le cas de l'assurance responsabilité totale. Oui. Là, vous avez l'obligation de faire les travaux, sinon l'assurance dommage ouvrage, un jour ou l'autre, peut taper à votre porte et vous disant, vous me remboursez. Et cette assurance dommage ouvrage, c'est une assurance de ce qu'on appelle une assurance de préfinancement. C'est-à-dire qu'elle paye très vite, 4 mois, 3 mois, 4 mois, mais ensuite, in fine, normalement, quand tout se passe bien, c'est pas elle qui va prendre en charge le montant, les sommes qu'elle vous a payées. Elle va se retourner vers les véritables responsables que sont les constructeurs, les promoteurs, les entrepreneurs et les assurances responsabilité décennale. Et vous comprenez, elle joue un peu le tampon pour éviter que vous partiez sur des procédures qui durent des années. Voilà comment ça fonctionne. Serge Noge, est-ce que vous la faites fonctionner, cette assurance dommage à ouvrage? J'ai pas le choix, parce que c'est pas la mienne, c'est celle du maître d'ouvrage. Oui. Je voudrais juste revenir sur ce que vient de dire Patrick Melmoux. Moi, je donne un conseil, dans ce cas-là, au maître d'ouvrage, quand il fait activer son assurance dommage ouvrage, c'est de préférer que l'assureur prenne une entreprise pour faire les travaux plutôt que de prendre l'argent. Parce qu'au moins, les travaux sont faits sur la responsabilité de l'assureur. De plus en plus, d'ailleurs, l'assureur dommage ouvrage préfère payer les travaux à une entreprise, pas forcément le constructeur, ça peut être comme ça, ça peut être comme le cas d'autre, mais au moins, les travaux sont faits et il n'y a pas de discussion après. S'il y a un défaut d'exécution, c'est pas le maître d'ouvrage qui est responsable. Alors, pour revenir à votre question, oui, la dommage d'ouvrage, c'est quelque chose qui est très important. Peut-être donner des exemples de cas où elle a été utilisée. J'ai 2 exemples qui viennent à l'esprit. Un actuel qu'on voit de plus en plus, et puis un plus ancien qui date de 10-12 ans. Il y a eu, comme vous le savez, des explosions AZF à Toulouse. Et, il y a eu plein de toitures qui ont été explosées. Il a fallu de toute urgence fabriquer des tuiles. Donc on a eu des problèmes de livraison, ils ont été prioritaires. Sauf que la fabrication des tuiles s'est faite avec de la terre cuite, des argiles qui sont fabriquées du côté du sud-ouest. Et comme les usines ont travaillé en 3-8 pour pouvoir fournir très vite les tuiles, ils sont allés chercher des fournisseurs d'argile dans d'autres pays que dans notre région, dans notre Occitanie, de l'argile en Espagne, au Portugal, au Maroc, un peu partout. Ils ont mélangé ces argiles-là, sauf que en les mélangeant, elles n'étaient pas forcément compatibles entre elles. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai eu le problème, comme beaucoup d'autres constructeurs. On a eu, quand on a fait nos chantiers à l'époque, on a eu des tuiles qui se sont délitées au bout de 5, 6, 7 ans. C'est-à-dire délitées, c'est-à-dire que la couche supérieure, c'est comme un pot de fleurs, la couche supérieure qui fait l'étanchéité, eh bien, elle cloquait et on avait donc la terre cuite poreuse. Eh bien là, il a fallu refaire la totalité des toitures. Donc, le maître d'ouvrage qui aurait fait construire sa maison avec une entreprise qui n'avait pas été un vrai constructeur, qui n'avait pas fait prendre un dommage ouvrage, ou qui n'avait pas fourni de dommage ouvrage, eh bien, il fallait qu'il se retourne, comme l'a dit Patrick Melmoux, contre l'assureur éventuellement du maçon, mais qui aurait dit, mais moi, c'est pas moi. Moi, j'ai fait mon travail correctement. L'expert aurait défendu l'assurance du maçon, avant de savoir que c'est le fournisseur. Donc, l'assurance dommage ouvrage, dans ce cas-là, pour nos chantiers, et pour mes confrères aussi dans la région, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, effectivement, 60 jours maximum. Ils ont estimé le coût des travaux. Ils ont, pour la plupart, payé le constructeur pour refaire la couverture, parce que le constructeur ni le maçon n'était responsable, c'était un problème de fourniture, et les problèmes ont été réglés. Donc les gens étaient très contents, et moi j'étais très content que cette loi existe, parce que ça m'a permis d'avoir des clients encore contents, malgré un sinistre dont on n'était pas responsable. Alors il faut quand même savoir une chose, l'assurance dommage ouvrage, c'est important de faire un point là-dessus. Contrairement là aussi à ce que racontent certaines personnes qui disent que ça sert à rien, que ça fait double emploi avec la décennale, ça a été bien précisé, ce n'est pas une garantie, c'est une assurance déjà, donc c'est une assurance de préfinancement. L'assurance dommage ouvrage, aujourd'hui, si vous la prenez par vous-même auprès d'un assureur, elle peut coûter très cher. Elle coûte entre 3 et 6 000 euros, c'est à peu près les tarifs que l'on trouve. Si l'assureur accepte de vous assurer, parce que c'est une assurance de responsabilité qui est quand même financière, qui est quand même très importante pour l'assureur. Donc, si vous le prenez, si vous demandez à votre constructeur de vous prendre l'assurance pour votre compte, une assurance de dommage ouvrage,
vous aurez un tarif préférentiel du constructeur. Pourquoi? Parce que généralement, c'est l'assureur décennal du constructeur qui va délivrer lui aussi l'assurance, l'attestation d'assurance de dommage ouvrage. Deux solutions. Soit le constructeur vous dit je vais la souscrire, je vais vous proposer l'assureur par mon assureur, le tarif de mon assureur, et là, ça coûte en moyenne à peu près 2,3% à 2,5% du prix de la construction, parfois plus. Soit le constructeur va vous dire je vais l'inclure dans le prix de la construction, comme ça vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Là, il faut que vous sachiez une chose, c'est qu'aucune assurance en France n'est assujettie à TVA. Si j'inclus le dommage d'ouvrage, ce montant dans mon contrat, vous allez donc forcément payer une TVA, de 20%, puisque c'est dans le contrat. Donc déjà, il n'y a pas de raison que vous payiez ça. Puis il y a une autre raison qu'il faut que vous sachiez quand même. Comme je vous ai dit que c'était l'assureur décennal qui délivrait cette attestation de dommage d'ouvrage. L'assureur décennal, il sait forcément s'il y a une grande sinistralité chez le constructeur ou pas. Donc moins il y aura de sinistralité chez le constructeur, moins l'assurance de dommage d'ouvrage sera chère. Donc en toute transparence, pour moi, il est préférable que vous demandiez à votre constructeur de faire d'abord vous-même le chèque auprès de l'assureur de dommage d'ouvrage, c'est 2,3%. Au moins, vous êtes sûr que quand le chèque est fait, vous recevez l'attestation, elle a bien été payée. Et au moins, vous savez exactement si le constructeur est dans le bonus ou dans le malus. Donc, vous savez déjà comment il se comporte au niveau de son propre assureur décennal. Voilà le conseil que je peux donner. Mais ça ne coûte pas très cher, 2,3%. C'est sur une maison de 100 000 euros, c'est de 300 euros. C'est quand même une sécurité pour pas... Quand on voit des émissions de Julien Courbet, on voit souvent des gens, les maisons sont ouvertes en deux, personne n'intervient. S'il y avait une assurance de dommage d'ouvrage mise en place, les gens n'auraient pas eu le temps des vedettes de télévision, des émissions de Courbet. Voilà. Oui. C'est-à-dire que dommage d'ouvrage plus garantie de livraison égale 3 000 euros. Avec 3 000 euros, on est garanti. C'est une assurance vie. Alors, je suis allé plus loin parce que ce matin, je me suis dit, mais 3 000 euros, ça ne veut pas forcément dire grand-chose. Je suis allé voir donc un courtier pour meilleurtaux.com et j'ai dit, pouvez-vous me dire sur 15 ans combien coûtent ces 3 000 euros d'assurance que coûte en plus un constructeur par rapport à quelqu'un qui n'est pas constructeur? Il m'a été répondu avec le barème d'aujourd'hui, 26 euros par mois. Est-ce qu'une assurance tout risque pendant la durée de construction et pendant 10 ans après, ça ne vaut pas 26 euros par mois? Question simple, hein. Je vous laisse répondre à cette question par vous-même. Cédric Lebeau, un autre exemple de cette assurance dommage à ouvrage, des exemples qui ont pu arriver Alors, une petite précision, donc contrairement à la maison individuelle, ne se pose pas la question du choix de la souscription de la dommage ouvrage, car le promoteur est dans l'obligation de la souscrire. Donc quand vous souscrivez un contrat de vente en l'état futur d'achèvement, il est automatiquement assorti d'une dommage ouvrage. Donc sur ce point-là, on ne rentre pas dans une discussion est-ce que l'appartement coûtera moins cher si je souhaite me passer de la dommage ouvrage. Donc c'est automatiquement inclus. Alors après, pour donner un exemple d'un sinistre où on peut voir l'utilité de la dommage ouvrage, donc aujourd'hui les immeubles récents sont de plus en plus construits avec des toitures terrasses, et ces toitures terrasses sont très souvent affublés de panneaux photovoltaïques ou d'eau chaude solaire sanitaire. Donc cela signifie qu'on a deux intervenants sur la terrasse, deux intervenants sur l'ouvrage, sur le toit. Et quand il y a malheureusement une infiltration, cette infiltration provient soit de l'étanchéité, donc de l'étancheur, de la prestation qui a été faite par l'entreprise d'étanchéité, soit de la prestation qui a été fait par l'électricien qui a posé ces ouvrages. Et dans ce cas-là, heureusement, grâce à la dommage ouvrage, qui est une assurance de préfinancement qui ne se pose pas la question de la responsabilité, nos clients doivent uniquement faire une déclaration de sinistre, comme Maître Melmoux l'a évoqué, auprès de la compagnie d'assurance qui va missionner son expertise et qui va régler le désordre. Et dans le cadre des travaux qui vont être faits et donc de régler ce problème d'infiltration, le client ne va pas pâtir des délais d'expertise qui sont souvent très longs, une bataille judiciaire qui va avoir lieu entre l'électricien et l'étancheur. Son problème est réglé dans un délai très court, et après, charge à la dommage ouvrage de se retourner contre les assureurs de responsabilité décennale des entreprises.
Alors Norbert Bachevalier, à votre tour de nous proposer un exemple, parce que ces exemples nourrissent aussi notre réflexion et l'intérêt de cette assurance dommage à ouvrage. La déclaration d'un dommage ouvrage, on peut la mettre en jeu, par exemple, si au bout de 2-3 ans, on s'aperçoit sur un pan de mur d'un immeuble qu'il y a des cloquements au niveau de la façade, que ça se décroche et qu'à ce moment-là, il y a une mauvaise application par le façadier. On est tout à fait dans ce rôle-là. Donc, à ce moment-là, on déclenche ça et on fait intervenir pour réparer. On peut l'avoir aussi dans les sous-sols où il y a un problème au niveau d'une remontée de nappe phréatique de l'eau, où la pompe de relevage n'a pas joué son rôle, et à ce moment-là, il y a 50 cm d'eau dans les sous-sols, donc il faut faire intervenir rapidement, entreprise, assainir, assécher ça, et à ce moment-là, on met en jeu aussi également la dommage ouvrage, parce que là, il y a obligation d'intervenir des preuves délai. Normalement, ça se fait assez rapidement. Ça permet de pouvoir sortir de cet embarras la copropriété au plus vite. Merci beaucoup. Ne bougez pas, je vais me rapprocher de vous. Est-ce que vous avez des questions ou des précisions? Parce qu'on a beaucoup parlé, on a essayé de clarifier beaucoup de notions, mais vous l'avez vu, ce sont des notions qui sont parfois complexes. Est-ce que vous avez des questions à poser ou des précisions à demander? Oui. On vous écoute. Oui, mais si vous levez-vous, peut-être ça sera plus simple. Est-ce que la garantie... Alors, je vais me rapprocher. Je vais lui laisser la poser. Professionnel. Ah oui, tout à fait, oui. Ah oui, absolument, oui. Ça n'a rien à voir. C'est pas par rapport au statut juridique lequel vous avez acheté le bien immobilier ou possédez le bien immobilier, elle est affectée au bien immobilier. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, madame. Est-ce que cette même garantie tombe véritablement au bout d'un an après avoir, sollicité le constructeur pour des réserves, donc concernant des réserves qui n'ont pas été levées au bout d'un an? Est-ce que cette garantie tombe au bout d'un an, même si les réserves n'ont pas été levées? Oui, elle tombe au bout d'un an, pas au bout d'un an à partir du jour où vous avez dénoncé les réserves, elle court pendant un délai d'un an à compter de la date de réception des travaux. Et si vous n'avez pas assigné dans le délai d'un an, elle disparaît. Est-ce qu'il y a... Oui, alors ce que dit, pardon, oui. Serge Noge a parfaitement raison. La garantie de parfait achèvement, elle se rajoute aux autres garanties. Je vais vous donner un exemple, vous allez comprendre. C'est-à-dire, je vous expliquer comment ça fonctionnait, cette garantie de parfait achèvement. En fait, ce qu'a voulu le législateur, c'est donner la possibilité aux professionnels de réparer en nature et aux propriétaires de voir l'entrepreneur réparer en nature. Mais très souvent, je répète, elle se surajoute. Je prends un exemple. Prenez une chaudière qui tombe en panne 6 mois après la réception des travaux. De quel régime est-ce qu'elle va relever? De la garantie de parfait achèvement, puisqu'on est dans le délai d'un an. Donc vous allez dénoncer cette chaudière qui est tombée en panne auprès de l'entreprise pour que l'entreprise intervienne et répare cette chaudière. Mais elle relève aussi de la garantie de bon fonctionnement du délai de 2 ans. Pourquoi? Parce qu'une chaudière, c'est un élément d'équipement dissociable. Vous la démontez, vous l'enlevez. Donc vous pouvez aussi agir contre le constructeur, le plombier, le chauffagiste, j'en sais rien, sur ce fondement. Mais est-ce qu'on peut vivre normalement à Montpellier en hiver, même si cette année on n'a pas eu d'hiver, si vous n'avez pas de chaudière? Non. Donc, c'est une atteinte à la destination. Et donc, vous pouvez ainsi agir sur le fondement de la responsabilité décennale. Donc, Serge Norge a parfaitement raison. Ce n'est pas parce que la garantie parfait achèvement disparaît parce que vous n'avez pas agi dans les délais d'un an que vous êtes dépourvu. Vous ne pouvez plus exiger de l'entrepreneur qui répare en nature. Point. Mais il y a les autres garanties. Oui, Serge Noge. Juste une précision quand même, pour le constructeur que je suis, je vous ai expliqué tout à l'heure que plus j'avais de bonus avec mon assureur décennale, donc moins il intervenait dans mes réparations, et mieux j'étais coté, et moins vous payez cher la dommage ouvrage. Donc il faut quand même savoir que quand Patrick nous dit c'est plus le constructeur qui doit faire, non, d'abord vous prévenez le constructeur, parce qu'on parlait de la fuite d'eau tout à l'heure dans la tasse de café. Si c'est une tuile,
On va le faire nous-mêmes parce que ça évitera de prendre un malus et que ça coûte plus cher et vous par la même. Donc en priorité, quand même demander au constructeur, et s'il ne veut pas le faire ou s'il ne peut pas le faire, selon la gravité, là je rejoins le traitement, là ça sera les autres garanties qui rentrent en ligne de compte. Mais en priorité, le constructeur il essaie de réparer pour payer moins cher d'assurance quand même. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Levez bien haut votre main que je ne laisse personne dans son souhait de prendre la parole, non? Je vais vous demander une conclusion à chacun. Je crois, Norbert Pachevalier, que vous vouliez en profiter juste pour faire un point sur quelque chose qui est un peu en marge de ce qu'on vient de voir, mais qui était, dire un mot juste d'une loi, la loi de Normandie. Ah oui, la loi de Normandie, bon, c'est une nouvelle loi qui va être mise en application. C'est une loi qui aujourd'hui est une loi qui est mise sur des communes dont Montpellier n'en fait pas partie, puisque 223 communes, le test est lancé, qui permet aujourd'hui de pouvoir rénover au niveau énergétique, donc dans la mesure aujourd'hui de la loi en appliquant et essayant de ramener les centres-bourgs avec aujourd'hui des immeubles qui sont beaucoup moins énergivores qu'ils le sont aujourd'hui, et donc qui permet qui va pouvoir permettre de pouvoir bénéficier soit d'habitat à titre personnel avec à ce moment-là des aides, ou à la limite avec de la loi Pinel pour les investisseurs qui vont pouvoir faire comme une Pinel, en effectif améliorée, qui vont permettre, ou du déficit foncier, qui permettent de faire des travaux, de pouvoir acheter des appartements, faire des travaux, pouvoir loger les personnes à l'intérieur et pouvoir permettre aussi de bénéficier davantage de défiscalisation. Donc elle est en route donc sur les villes de Béziers, sur les villes de Sète, sur les villes d'Alès, sur les villes de Narbonne, sur les villes de Clermont-Lérault. Voilà, tout ça font partie d'un processus qui va aujourd'hui permettre de rénover le centre-ville et ne pas se retrouver comme le problème qu'il y a eu à Marseille. C'est parti un peu de là, puisqu'il était le premier sur les lieux. Donc voilà, par rapport à des immeubles qui tombent d'un coup en nécessité totale, et il y a explosion et l'immeuble est totalement détruit avec le nombre de meurtres que ça a créé par l'occasion. Alors je vais demander une conclusion quand même maintenant au titre de la FNEM, donc 34, des syndics. Donc là, la 34, on est le premier aujourd'hui syndicat professionnel en France. Aujourd'hui, il faut savoir que 90% des copropriétés en France sont administrées par des syndics professionnels. Donc, compte tenu qu'on représente à peu près 50% des arts, on a à peu près aujourd'hui 50% des copropriétés qui sont administrées par des syndics professionnels adhérents à la FNAIM. Il faut savoir que, comme on a discuté tout à l'heure avec M. Lebeau, comme on va savoir, et M. Nous, c'est très complexe au niveau aujourd'hui juridique, administratif et législatif. Donc, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas gérer un immeuble de 30, 40 ou 50 logements par un syndic bénévole. Donc, il faut impérativement avoir recours à un syndic professionnel. Voilà ce qu'on peut conseiller aujourd'hui, c'est de passer par le professionnel. Serge Noge, une conclusion pour les constructeurs de maisons individuelles? Pas que les constructeurs, parce que les constructeurs aménageurs de la Fédération française du bâtiment, il y a aussi quelques promoteurs, mais pas du tout la même dimension qu'à l'AFI. On est plutôt dans les petits promoteurs, mais ils sont quand même une minorité. Et on a aussi des aménageurs qui font les terrains. Donc la majorité sont quand même des constructeurs de maisons individuelles. Moi, ce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, si vous ne voulez pas être des vedettes de télévision ou d'articles de Midi, parce que des fois on voit des articles de Midi où on dit un tel constructeur a laissé... Non, quand c'est un vrai constructeur, au sens de la loi, il ne peut pas laisser en plan quelqu'un... On n'a même pas le temps d'écrire l'article. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, depuis 2007, on est dans une crise du bâtiment. Le bâtiment a quand même beaucoup souffert. Et que quand il y a une crise, les entreprises sont fragilisées. Et donc, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de dépôts de bilan. J'en ai cité un tout à l'heure, mais il y en a d'autres en France. Il risque d'y en avoir d'autres aussi. Et qu'il vaut mieux faire construire sa maison par quelqu'un qui respecte la loi. Donc, la loi du 19 décembre 1990, elle a été mise en place par le législateur suite à des réflexions, suite à des problèmes qui a eu lieu. Donc, pourquoi s'en passer? Et on vient de le voir. Ça coûte pas très cher, puisque pour 26 €, vous assurez tout risque. Est-ce que vous sortiez votre voiture neuve du garage sans assurer tout risque? Je n'imagine que non. Donc la voiture, c'est pareil. Vous pouvez vous tromper sur une paire de chaussures. Vous pouvez vous tromper peut-être sur une voiture. Mais une maison, c'est un projet de vie. Et les conséquences peuvent être dramatiques quand ça se passe mal. Donc le législateur a prévu ces garanties-là. Surtout, prenez. Alors, sachez qu'au niveau des constructeurs aménageurs de la Fédération française du bâtiment, nous veillons chaque année à ce qu'ils aient bien leurs garanties. Parce qu'il faut savoir que ces garanties-là sont remises sur le tapis tous les ans. Elles ne sont pas acquises définitivement.
Il est évident que le constructeur, quand il a un garant pour une garantie financière d'achèvement, c'est un risque énorme pour le constructeur, pour l'assureur. L'assureur ne va pas assurer quelqu'un qui est déjà à moitié en dépôt de bilan. Il ne va pas assurer non plus quelqu'un qui a des procès de partout parce qu'il sait que ça lui coûte très cher. Donc on a un audit et chaque année on repasse sur le gris et on nous dit oui, on vous maintient, on vous renouvelle votre garantie, on ne le renouvelle pas. Ce qui est une donc, garantie, très important. effectivement, pour l'acheteur. Voilà, donc faites attention quand vous avez quelqu'un, parce que certains se disent constructeurs, et il y en a sur le salon, je ne vais pas les citer, je vais être courtois, il y en a qui sont sur le salon qui ne sont pas des vrais constructeurs. Eh bien, demandez-leur déjà qu'ils vous montrent une attestation générale de garantie financière d'achèvement et de garantie décennale et des possibilités de dommages moraux. Vérifiez que c'est le bon numéro. Et vérifier qu'il est toujours assuré parce qu'avec Photoshop, aujourd'hui, on voit de plus en plus de tricheries à ce niveau-là. Donc soyez prudents. Et si vous voulez être tranquille, allez chez un constructeur SCI, FEB. Nous veillerons à ce que chaque année, il ait bien ses garanties qui soient réglo. Dernièrement, on a pris la décision de nous séparer d'un de nos membres parce qu'il avait un comportement qui ne plaisait pas à notre égard. Donc, on est capable en interne de faire aussi notre police pour que ça se passe bien. Il y va de notre réputation et de la réputation de la FEB, bien entendu. Merci beaucoup. Cédric Levaux, la Fédération des promoteurs immobiliers, une conclusion. Oui, donc pour le secteur de la promotion immobilière, vous avez, je pense, vous l'avez compris, les mécanismes de protection sont vraiment renforcés, un petit peu plus complexes, mais sont là pour protéger nos futurs clients. Pour autant, le métier évolue. Nous sommes aujourd'hui des ensembliers. Nous construisons des immeubles avec des destinations qui évoluent, où on vient souvent marier les usages avec de l'habitat, avec du bureau, avec du commerce. On a également des bâtiments qui deviennent connectés aujourd'hui, avec de la domotique, avec du foisonnement de parking. Je prendrai pour exemple, on va dire à la pointe de ces nouvelles technologies, la ZAC Eureka à Castelnau-le-Lez, qui met vraiment en avant d'un côté le développement durable, les économies d'énergie, et de l'autre côté la smart city et le numérique. Donc le métier de promoteur aujourd'hui se complexifie fortement et il est important pour les futurs habitants et les futurs clients de s'appuyer sur des professionnels qui ont l'ensemble des compétences pour mener à bien ces projets. Et c'est pour ça que donc, la Fédération des promoteurs Occitanie-Méditerranée regroupe aujourd'hui environ 50 promoteurs qui ont fait bien évidemment l'objet d'une sélection et qui présentent l'ensemble des garanties pour pouvoir construire des immeubles dans de très très bonne qualité et avec une architecture aujourd'hui reconnue sur la place de Montpellier, sur la métropole, qui constitue vraiment un petit peu la vitrine de l'agglomération montpelliéraine. Et bien au-delà, d'ailleurs. Maître Melmou, c'est à vous que revient le mot de la fin sur cette conférence. Ouais, moi, je voudrais juste vous faire part de ce que je rencontre dans mon cabinet. Et la conclusion que j'en tire, c'est que lorsqu'un particulier se lance dans une opération de construction, ça peut être quelque chose de merveilleux. Et je dirais même, dans l'immense majorité des cas, c'est quelque chose de merveilleux. Mais dans un certain nombre d'hypothèses, ça tourne, je pèse mes mots, au cauchemar. Et j'ai un certain nombre de clients régulièrement qui sont dans une situation catastrophique. Je ne veux pas faire de misérabilisme, ce que je vous dis, c'est la réalité. Une situation catastrophique au niveau financier, je vais vous donner deux exemples. Au niveau psychologique, ça porte atteinte à leur santé physique, psychologique, à la relation familiale, à la relation de couple. J'ai vu plusieurs couples, au bout d'un certain nombre de mois et d'années, divorcer parce qu'à l'origine, il y avait un problème de construction. Bon. Et ce qui me sidère, mais ça a été dit par Serge Noge, mais je le répète, ce qui me sidère, c'est que des gens se lancent dans une opération de cette importance sans prendre un minimum de renseignements. C'est quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Regardez, je ne sais pas combien il y a de personnes qui ont visité ce salon en vue de se porter acquéreur, de faire construire, etc. Vous êtes 60, hier 40, ça fait une centaine de personnes. Il y a peut-être 500, 600, 1000 personnes, j'en sais rien, qui sont venues. Bien plus. Combien ? Bien plus, on est à 6-7 000. 6-7 000, c'est de la folie.
C'est de la folie. Là, vous devriez être, hier j'ai dit 400, mais vous devriez être 6-7 000, parce que vous ne vous rendez pas compte des conséquences. On parlait d'assurance dommage ouvrage. L'assurance dommage ouvrage, c'est génial pour vous. Si je voulais faire un clin d'œil, je dirais que c'est catastrophique pour moi. Parce que moi, si demain on supprime l'assurance dommage ouvrage, je multiplie mon chiffre d'affaires par 4. C'est une réalité. Mais prenez-la, cette assurance dommage ouvrage. Prenez-la. Et renseignez-vous sur les garanties de livraison, les garanties d'achèvement. C'est, une fois de plus, et je vais terminer par là, c'est votre vie, ou en tout cas une partie de votre vie, qui en dépend. Et même si vous avez une chance sur 50 ou sur 100, une malchance, sur 50 ou sur 100 de vous retrouver dans cette situation, mais vous pouvez l'éviter. Renseignez-vous. Tout ce que je vous dis, c'est renseignez-vous. Et une fois que vous aurez les informations, maintenant j'espère que vous les avez, mais je pense à tous les autres, une fois que vous avez ces informations, après, en toute connaissance de cause, vous décidez. On vous a dit ce que c'était que la garantie de livraison, on vous a dit ce que c'était que la garantie d'achèvement, on vous a dit ce que c'était que l'assurance dommage ouvrage. Si vous voulez signer un contrat avec un maître d'œuvre, un entrepreneur qui n'a pas d'assurance responsabilité décennale, qui ne souscrit pas pour votre compte d'assurance dommage ouvrage, ni de garantie de livraison, ni de garantie d'achèvement, et que tout se passe mal, je ne dirais pas tant pis pour vous, mais au moins, vous aurez pris une décision en toute connaissance de cause. Ce qui est catastrophique, et je termine, c'est quand les gens arrivent dans mon cabinet et pleurent au sens propre du terme, parce qu'ils me disent « on ne savait pas ». Merci beaucoup au cabinet Verbatim Avocat, Maître Melmou. Merci à la Fédération des promoteurs immobiliers. Merci à la FFB Occitanie. Merci à la FNAIM 34 et merci à vous tous. On espère vous avoir apporté un peu d'éclaircissement sur ces dossiers et on vous souhaite bonne chance et puis beaucoup de plaisir dans vos projets immobiliers. Au revoir, bonne journée.